Bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est une joie de pouvoir s'émerveiller devant les prodiges qui nous entourent et qui nous habitent. Dans nos précédentes émissions, nous avons parlé des 3 piliers nécessaires à la vie. Tous les êtres vivants, qu'ils soient de minuscules bactéries, des plantes, des insectes, des espèces aquatiques, des oiseaux ou des animaux terrestres, dont les hommes, ont besoin de disposer des matières et de l'ordre formé par le premier pilier. À cela s'ajoute leur besoin de pouvoir obtenir l'énergie à même de leur permettre de se mouvoir et de faire fonctionner leur corps. Enfin, et comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, pour exister, ils doivent se reproduire. Cette fonction assumée par le troisième pilier englobe toutes les autres, car lors de la reproduction, les organismes sont réduits à un message microscopique. Ensuite, et pour exister, ils doivent reconstruire l'édifice de la vie. Pour nous, c'est à l'intérieur d'une boule de la taille d'une poussière qu'étaient enfermées toutes les caractéristiques de notre être. Ce qui est hallucinant, c'est que cette capsule vitale abritait aussi les secrets de fabrication. Mais par quel procédé une bille de 1,2 dixième de millimètre peut-elle construire un édifice formé par plus de 30 000 milliards de cellules différentes? Comment choisit-elle les matières et positionne-t-elle l'emplacement de mes os, de mes dents, de mes yeux? Comment parvient-elle à dessiner et à assembler mes organes et à les faire fonctionner? Par quel prodige parvient-elle à intégrer dans mon corps un élevage de milliers de milliards de bactéries pour notamment me permettre de digérer les aliments? Comme l'illustre ce dessin, c'est dans le cœur de nos cellules que se cachent ces immenses secrets. Comme nous l'avons vu dans l'épisode sur la sexualité, grâce à l'union du patrimoine génétique de notre mère et de notre père, nous disposons de 46 chromosomes. Cette bande nous montre le classement des 22 paires qui a été fait selon leur taille. À la fin, dans la dernière paire se trouvent les informations qui déterminent le sexe. Quand on regarde cela de plus près, on découvre que les chromosomes sont comparables à des bobines. Ils abritent des successions de petites pelotes. À l'intérieur et soigneusement enroulées se trouvent de très longues molécules. C'est le fameux ADN. Ces assemblages représentent plus de 150 milliards d'atomes, disposés dans une échelle de 3,2 milliards d'échelons. En mettant bout à bout les brins de l'ADN d'une seule cellule, on obtiendrait un fil très fin de plus de 2 mètres. Si on l'agrandissait au diamètre d'un cheveu, il aurait une longueur de 8 km. Chacune de nos 30 000 milliards de cellules dispose de ces 2 mètres de fil entrelacés. Cela représente une distance de 60 milliards de kilomètres, soit 6,3 années-lumière. C'est plus loin qu'une étoile. Vous avez ces dimensions dans votre corps. Et en prenant les fils ADN de toute l'humanité, on dépasse largement la grandeur de l'univers. Mais ce n'est encore qu'une petite part, car les virus, les bactéries, les plantes et toutes les espèces animales ont aussi de l'ADN. L'ADN que nous avons dans chacune de nos cellules est un inouï système de stockage. Il est 10 millions de fois plus performant que ceux créés par l'homme. Ainsi, on estime que notre corps abrite environ 150 milliards de térabits. Aujourd'hui, un bon disque dur d'ordinateur standard a souvent une capacité d'environ 1 téraoctet. Il en faudrait donc 150 milliards,
c'est évidemment plus que toute la capacité de stockage dont dispose le monde. De fait, et en codant toutes les données et les informations créées par l'humanité dans de l'ADN, on pourrait les faire tenir dans un verre d'eau. Notons aussi que l'ADN est très stable. Ainsi, et contrairement au système magnétique ou aux mémoires électroniques qui s'effacent avec le temps, il peut garder les données durant plusieurs centaines de milliers d'années. Cette image illustre la manière dont les informations sont codées dans l'ADN. Ce sont des paires de petites molécules complémentaires qui forment les échelons de l'échelle. Les valeurs du code sont définies par 4 variables que l'on nomme A, C, G et T. Grâce à ce système qui s'appuie sur la position et la spécificité des atomes, l'ADN peut s'ouvrir comme une fermeture éclair et se dupliquer. C'est ce processus très rapide et qui permet la copie d'immenses quantités de données qui intervient lors de la division des cellules. Et c'est inouï. Sur un plan technique, c'est lors de notre conception que les données issues de notre père et de notre mère s'assemblent pour former les échelles moléculaires. C'est un peu comme prendre la moitié du contenu de 2 livres et de les frapper pour en faire un nouvel ouvrage. De manière extraordinaire, lors de cette fusion, les lettres de notre père et de notre mère, écrites à l'échelle atomique, se sont brassées de manière à former de nouveaux mots. C'est la lecture de ces phrases qui a défini notre identité et qui a permis de mettre en place nos 30 000 milliards de cellules. Lorsqu'il s'agit de procréer, ce processus s'inverse et l'immense édifice se condense afin d'être réduit à l'état d'information moléculaire. Tout repose sur le pouvoir de l'information, et c'est l'autorité et les capacités données à ces logiciels qui permettent aux êtres vivants de peupler la Terre. On peut en voir la performance avec un œuf. Caché dans sa partie jaune, un programme a la capacité de construire un être vivant. Ainsi, et après 3 semaines placé à la bonne température, il en sortira un poussin parfaitement formé. C'est un extraordinaire miracle. De fait, et avec l'essor de l'informatique et notamment de l'intelligence artificielle, nous prenons toujours plus conscience des pouvoirs que peuvent avoir les logiciels. Dans les ordinateurs, les smartphones ou les drones, les pièces mécaniques, les moteurs et les composants électroniques sont appelés le hardware. À ces éléments solides s'ajoute le software. Cette partie immatérielle abrite les programmes qui devront gérer les paramètres, lire et interpréter les données, donner des ordres au moteur, etc. À l'exemple des robots et des ordinateurs, toutes les technologies que l'on trouve dans la nature s'appuient sur ces échanges. Ils sont à la base de tout. De fait, c'est par des lignes de code contenues dans l'ADN que se construisent les 3 piliers de la vie. Pour cela, et sous les ordres de puissants logiciels, les êtres biologiques sortent du néant. Ils peuvent marcher, voler, nager, voir, entendre, ressentir, penser et agir de manière autonome. C'est une règle universelle. Toutes ces technologies du vivant s'appuient sur de parfaites unions entre le matériel et l'immatériel. C'est notamment grâce à ce type d'interaction que notre organisme obtient l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Cet apport est évidemment crucial car notre cerveau absorbe 20% de l'oxygène et des sucres. Il suffit que ces ressources lui manquent durant 5 minutes pour qu'il s'arrête. Notre vie est donc suspendue à ces 5 minutes. Avec ce risque de s'autodétruire, l'enjeu est immense. C'est pourquoi plusieurs organes visent à répondre à nos besoins en énergie.
D'abord, et pour obtenir le précieux oxygène, de puissants moteurs permettent à l'air de circuler dans nos poumons. Grâce à leur surface colossale de près de 100 mètres carrés, le précieux comburant arrive dans le sang. Mais attention, le taux d'oxygène doit être bien dosé. Si vous en manquez, c'est l'hypoxie et votre corps devenu bleu plongera dans la mort. D'un autre côté, et avec trop d'oxygène, les surfaces des cellules vont se détruire, vous allez convulser, perdre conscience et mourir. Cette précision dans le dosage concerne aussi le carburant. Grâce à nos mâchoires, les aliments sont broyés puis dissous dans la cuve d'acide de notre estomac. Ensuite, et à travers de complexes processus chimiques, les sucres sont extraits et parviennent dans le sang. L'équilibre est là encore de rigueur, car en cas de manque, c'est l'hypoglycémie. Cela va vous conduire à perdre conscience et à mourir. Mais, et si le taux de sucre est trop haut, c'est l'overdose et certains organes vont commencer à se détruire. C'est ce surplus de carburant, appelé diabète, qui est la 4e cause de mortalité dans les pays développés. Trop, c'est la mort. Pas assez, c'est la mort. Avec ces extrémités fatales, il faut se maintenir dans la zone de vie. De plus, cela doit se faire sans interruption et depuis notre naissance. Pour obtenir ce positionnement vital, il faut donc disposer de systèmes de régulation réactifs. Cela nécessite d'avoir des capteurs et des capacités de calcul pour interpréter les données. Par ailleurs, et pour faire les réglages, le logiciel doit pouvoir contrôler précisément l'ouverture et la fermeture des vannes. Pour accomplir ces réglages, il doit donc agir sur des moteurs. Température corporelle, hydratation, taux de fer, de magnésium, de vitamines. Sans cesse, des lignes de code contrôlent le fonctionnement de notre immense machine biologique. Mais ce n'est pas tout, car dans notre corps, ces programmes ne se limitent pas à faire fonctionner nos organes. Ils jouent aussi un rôle considérable dans nos comportements. De fait, et comme on peut s'en rendre compte, c'est dans la dimension immatérielle que s'exprime notre conscience et nos sentiments. Cette influence s'exerce notamment avec les sensations de soif ou de faim. Ainsi, sans l'influence psychologique exercée par des logiciels, aucune espèce biologique ne pourrait vivre. Cet appui vital s'exprime aussi avec la sexualité. Comme nous l'avons vu dans l'émission précédente, la sexualité s'appuie sur des distributions matérielles. Mais le fonctionnement de ces organes, le hardware, s'appuie aussi sur de puissants logiciels. Par exemple, chez les humains, c'est après la maturation de l'enfance que le programme de la puberté débute. Pour cela, des messagers chimiques activent un processus de transformation et le corps du jeune homme et de la jeune fille se modifie en vue de la procréation. Afin de réunir les parts maternelles et paternelles, le logiciel va aussi intervenir dans les sphères psychologiques. Dans les adolescents, ces attractions croisées vont s'exprimer par des réponses émotionnelles aux attributs et aux charmes de l'autre sexe. Ces désirs paraissent normaux, mais pour les susciter, il faut analyser les flux visuels, interpréter les voix et les images, et identifier celles qui abritent un potentiel érotique. Si le contenu réunit les bons critères, il faut alors activer des sensations en diffusant les bonnes molécules. Alors, et par ces complexes processus, un visage, des paroles ou des attitudes vont prendre des saveurs délicieuses. Ce tourbillon des sentiments et qui invite à partir à la rencontre de l'autre peut modifier une existence. Mais ce n'est pas tout, car après avoir suscité la rencontre des âmes et des corps,
le programme va poursuivre discrètement son œuvre. Par exemple, et pour de nombreuses espèces d'oiseaux, le logiciel comportemental va les entraîner à faire d'immenses migrations. Ainsi, et poussées par leurs instincts, certaines espèces, comme les sternes arctiques, parcourent plus de 70 000 km par année. Après avoir suscité la formation des couples, le logiciel les conduira à construire des nids. Après ce travail difficile, le programme les invitera encore à couver les œufs et à nourrir leurs petits. Finalement, et lorsque l'oiseau quittera son nid, le logiciel l'amènera à reproduire ces cycles existentiels. À une échelle plus petite, c'est poussé par ces mêmes objectifs que les insectes préparent des environnements propices à leurs larves. Pour faire leur nid, les guêpes fabriquent même du papier. C'est évidemment poussé par de tels logiciels que se distribuent les rôles et que s'organise une fourmilière. Par exemple, ici, il y a celle qui se déplace et celle qui garde le chemin. Dans les eaux, c'est aussi poussé par de mystérieuses lignes de code que les êtres aquatiques suivent des cycles. Parmi eux, et poussés par leur instinct, des millions de crabes rouges font leur migration le même jour. Par ailleurs, et activés par d'étranges impulsions, les saumons remonteront les rivières pour venir pondre leurs œufs dans leur lieu d'origine. Toutes les espèces, et quel que soit leur milieu, sont dirigées par de complexes et salutaires programmes. Que de tâches et de gestes accomplis avec adresse et sans les avoir appris. Ainsi, génération après génération, les logiciels s'activent et distribuent les compétences nécessaires à la pérennité de la vie. Oui, les logiciels sont à la base de tout, et c'est grâce aux lignes de code contenues dans le fil ténu de son ADN que ma minuscule bille a pu devenir un édifice de milliers de milliards de cellules. Chaque seconde, ces programmes définissent et régulent des myriades de réactions chimiques. Par leur contrôle, je respire et les battements de mon cœur s'adaptent à mes efforts. Durant ce temps, mon sang est filtré par mes reins. Ma digestion est assistée et mon foie assume plus de 300 tâches. Pour contrôler et assumer de complexes actions, mon cerveau traite d'immenses quantités de données. Sous ces ordres, mes muscles s'activent et je peux me tenir en équilibre et bouger mes membres. Par ailleurs, et sans cesse, des centres de commande sont en alerte et prêts à lancer des réflexes salutaires pour faire face aux dangers. Par leur accès à mon âme et à mes pensées, des logiciels influencent mes comportements. Ils activent mes désirs et suscitent la fatigue, la soif et la faim. Que de choses à gérer et que de travail pour tout programmer. Dans les années 2000, j'ai réalisé un jeu d'exploration biblique. Ce logiciel appelé Missionai abritait plusieurs univers virtuels et le joueur pouvait s'y déplacer avec un vaisseau et se rendre dans des lieux historiques. Lors de ces explorations, il pouvait notamment retrouver l'arche de Noé, aller dans la tente d'Abraham, entrer dans le tabernacle et le temple de Jérusalem, pénétrer dans le tombeau du Christ et visiter le Colisée à Rome. Dans ces divers espaces, le joueur devait trouver des informations et résoudre des énigmes. Par ailleurs, le logiciel disposait d'une partie encyclopédique et de nombreuses séquences vidéo. Ce projet était un grand défi et avec des amis, nous avons dû programmer de très nombreux éléments. Heureusement, il y avait dans l'équipe des compétences en informatique bien plus grandes que les miennes. En effet, faire de la programmation est une tâche très complexe. Cela nécessite de maîtriser un langage et d'user de ses codes avec une grande précision. De fait, il suffit d'une petite erreur d'ordre ou de syntaxe pour détruire un processus ou faire planter un logiciel.
C'est ce type de fragilité que l'on observe avec le Rubik's Cube. Pour rappel, et comme nous en avions parlé, avec ses cases mobiles, ce jeu abrite 43 milliards de combinaisons. Par conséquent, la remise en place des couleurs nécessite de faire les bons gestes et beaucoup de concentration. Un petit relâchement, une erreur, et tout retombe dans le chaos. Cette fragilité des systèmes immatériels nous ramène à la question du hasard. Comme le démontre l'ADN, dans le monde biologique, c'est le programme qui construit les choses et non les choses qui construisent le programme. Cette image nous montre le processus qui conduit à la formation des tissus et des organes. Tout commence par une cellule souche. Dans cette entité, le logiciel l'entraîne à se scinder en cellules pluripotentes. Ces cellules se divisent encore et portent de nouvelles caractéristiques. La lecture des lignes de code dans les cellules multipotentes définit des particularités. Cela permet alors aux cellules unipotentes de prendre leur forme définitive. Alors, et dans une nouvelle étape, certaines prennent la forme et le rôle des cellules nerveuses, d'autres sont musculaires, pancréatiques, osseuses ou sanguines. L'édification de cette arborescence et la diversité de ces éléments s'appuient sur la lecture de prodigieuses lignes de code. Par conséquent, cela signifie que pour apporter un changement ou une innovation à cette extrémité, je dois agir au sein du logiciel contenu à la base. Mais c'est fou! En effet, quand je veux créer quelque chose, je dessine des pièces, je commande la matière et j'usine les éléments avec des machines. Mais imaginons que l'on me demande de construire avec des lignes de code, des nageoires, des ailes motorisées, des jambes, des bras, des têtes avec un cerveau, des oreilles, des yeux, etc. De plus, et à ces folles exigences, il faudrait encore parvenir à ce que le système soit capable de se construire tout seul. C'est des milliards de fois plus complexe que tout ce que nous maîtrisons, et personne sur la Terre n'est capable de le faire. Par ailleurs, et comme nous pouvons le voir après un accident ou une maladie, les systèmes biologiques se réparent. L'os cassé se soude, la plaie se referme, le corps se rétablit. Mais ce n'est pas tout, car comme l'a observé Darwin au XIXe siècle, les espèces ont aussi la capacité d'évoluer. C'est déjà ce que l'on observe en faisant du sport. Les muscles et l'adresse nécessaire à une activité se renforcent. De manière très étrange, de telles modifications biologiques arrivent à s'imprimer dans l'ADN en vue de modifier l'espèce. C'est un processus extraordinaire. En effet, pour disposer de cette capacité d'adaptation, le système doit être capable d'analyser le problème, par exemple, et pour un oiseau, le besoin de disposer d'un bec plus long. Ensuite, et après avoir trouvé la solution, il faut modifier les organes. Finalement, et pour que les descendants en profitent, il faut intégrer ces nouvelles données dans le programme. Tout cela est très très complexe. Le fait de disposer de ces pouvoirs d'évolution n'est pas l'explication de la vie. Au contraire, la complexité de ces facultés en augmente le mystère. Le fait que la vie soit issue de logiciels nous amène à reparler de l'évolution des espèces. En effet, selon les athées, la progression s'est faite par l'action du hasard. Durant de très longues périodes, les êtres biologiques instables ont été soumis à de fréquentes mutations et ont changé. Pourtant, et comme on l'a découvert avec surprise en 1938, des poissons que l'on pensait disparus et dont les fossiles dataient de 350 millions d'années existent encore aujourd'hui. Les fourmis sont aussi présentes depuis 120 millions d'années. Durant ces myriades de cycles, leur logiciel n'a pas subi de mutation.
Cette stabilité démontre que l'évolution ne suit pas un processus aléatoire, c'est une croissance ordonnée et en arborescence. D'une manière globale, on peut observer que les espèces sont programmées de manière à conquérir des espaces spécifiques. De plus, leur progression dans l'arborescence du vivant se fait en interaction avec les autres. Ces interactions s'expriment notamment à travers les liens existentiels entre les plantes, les insectes et une multitude d'autres animaux. Ces collaborations entre les espèces forment des tissages cohérents. L'ADN des uns s'appuie sur les ADN des autres. Tout a été programmé de manière à former un ensemble. Et c'est ce précieux équilibre défendu par les écologistes qui permet aux êtres biologiques de survivre. Considérer que des interventions accidentelles dans des lignes de code puissent générer des cerveaux, des yeux, des systèmes respiratoires, des ailes d'oiseaux, et réguler et conduire les systèmes organiques est une folie. Mais alors, et si le hasard ne peut coder ces logiciels? Comment ces technologies ont-elles pu émerger du néant et donner la vie à des millions d'espèces? Ce sont ces questions éminemment très importantes que nous allons aborder dans notre 11e et prochaine vidéo. En attendant de la suivre, je vous invite à vous émerveiller de tous les logiciels qui, en agissant à l'extérieur et à l'intérieur de vous, vous donnent de pouvoir être dans ce monde. Votre vie est supportée par les ordres donnés par une multitude de programmes et c'est un immense privilège. Profitez-en et à tout bientôt.